Je vais vous parler de choses d'objets de la vie quotidienne qui sont déjà les smartphones, les choses comme ça. Donc, j'aurais pas. De toute manière, les robots, tout ça, c'était des choses qui sont en recherche et développement. Moi, j'ai plutôt parlé de l'impact des choses qui sont déjà parmi nous. Donc, en fait, ma présentation, donc, doit durer 45 minutes, va porter sur 3 points. Une anthropologie en fait, des prothèses cognitives. Qu'est-ce que j'entends par la question des prothèses cognitives? Parce que ça ne va pas de soi, cette question. Mais là, on vient d'aborder la question directement des prothèses mnésiques, donc l'idée de pouvoir améliorer la mémoire via des systèmes informatiques. Donc, je vais parler donc de ça en première partie. Ma deuxième partie, je vais parler plutôt de ce que j'ai pu voir comme analyse en sociologie et en psychologie sur la cyberdépendance, la question de la cyberdépendance, de l'infobésité, ce genre de choses. Enfin, l'infobésité, non, je peux le rajouter à l'instant, mais la cyberdépendance, surtout le rapport à la dépendance dans les outils numériques qu'une partie d'entre vous développe. Et enfin, je finirai, si j'ai le temps, très rapidement sur les questions sur l'impact économique à long terme en fait, de l'économie du numérique. C'est un petit peu connexe. Alors donc là, je vais être peut-être celui qui va critiquer les choses. Du coup, j'aimerais bien sortir l'adage qui aime bien châtie bien, parce que moi-même, je suis complètement gaga de l'informatique, de beaucoup des objets dont on a parlé précédemment, que ce soit la SNCCam ou l'AIBO, j'ai vu Asimo, tous ces trucs-là. Ça m'intéresse beaucoup, mais je me pose des questions. Donc moi, j'ai formé à Paris 1. Donc, je suis très content d'être là à Paris 1 aussi, donc au CEDCOPRA, donc dans les affaires de philosophie et de sociologie, où nous, ce qu'on fait au CEDCOPRA, en fait, c'est qu'on mélange les questionnements philosophiques, mais autour d'objets très concrets, comme l'objet informatique. Donc, du coup, voilà, dans la polémique entre les technophobes qui détestent toute avancée technique et informatique et les technophiles qui encensent ça, j'espère que vous allez voir que je suis ni l'un ni l'autre. Mais je vais être surtout critique, peut-être par rapport à ce qui a été vu juste avant, où on se dit que toute évolution peut être bonne parce qu'on crée un nouveau truc, c'est chouette, mais parfois, qu'est-ce que ça va avoir comme implication à court terme et à long terme? Donc, un fait, c'est que l'usage quotidien de machines, c'est devenu une des caractéristiques les plus significatives de l'activité technique contemporaine. Bien sûr, on fait des outils depuis la préhistoire, ce n'est pas nouveau. L'outil est apparu il y a 3,5 millions d'années, disait Michel Coppens, juste à côté au Collège de France. Bon, on n'est pas à 1 million d'années près, hein, c'est pas grave, ça fait longtemps. Mais par contre, les outils actuels sont des outils dont on peut conférer une automatisation. Donc, on la montre, c'est déjà un rudiment. Très grande avancée technologique au Moyen-Âge, mais depuis les inventions de Turing, von Neumann, etc., que vous connaissez très bien, on a été capable de doter les objets techniques d'une forme d'autonomie parfois d'action, de décision non morale, mais ces dispositifs techniques, on les retrouve de plus en plus partout. Donc on a parlé de l'RFID, on a le smartphone, on a en fait une miniaturisation, encapsulation de plus en plus précise de ces objets, au point qu'on arrive à pouvoir les porter sur nous, comme on porte une montre maintenant. Je me rappelle Sherry Turkle qui disait qu'à la fin des années 90, les pionniers dans la question de la réalité augmentée, Steve Mann et compagnie, ils se baladaient au MIT déguisés en cyborg. Ils avaient dans leur sac à dos un moyen de se connecter à Internet, un truc incroyable. En 90 maintenant, tout le monde a ça dans sa poche, on ne fait même plus gaffe. L'appareil fonctionne encore quand on le jette à la poubelle. Mais ces prothèses, ces objets qui sont là, autour de nous, on en est de plus en plus tributaire. Donc, on a vu la question mnésique. Pour quelqu'un qui a Alzheimer, forcément, il a un déficit. Donc, le déficit de ne pas se souvenir de ce qui s'est passé, du nom de ses petits-enfants, c'est une question. Mais nous-mêmes qui n'avons pas Alzheimer, je pense, je ne sais pas pour tout le monde, mais je pense qu'on n'a pas, on a tendance à utiliser ces outils comme des béquilles. Et c'est pour ça que j'appelle ça des prothèses. Parce qu'en fait, normalement, si on réfléchit, on a vu ça avec orthèse et prothèse juste avant, c'est que normalement, l'orthèse, ça va être la béquille qui va aider le corps, et la prothèse, ça va se substituer à la partie manquante. Donc quand je dis prothèse cognitive, mais prothèse de quoi exactement, puisqu'on est entier? Oui, justement, cette prothèse, ça va nous permettre d'atteindre un état nouveau, l'état par exemple de pouvoir téléphoner à l'autre bout du monde, l'état de pouvoir connecter à Internet et donc avoir accès à des données en permanence. Donc c'est en ça que ça devient une prothèse, parce que sans elle, on n'est plus capable de télépathie, on n'est plus capable de toutes ces capacités. Donc du coup, en fait, on a l'impression souvent qu'on est en train de communiquer avec le monde quand on utilise ces machines. Mais en fait, la plupart du temps, on communique avec un programme.
enfin, je ne sais pas pour Facebook, je ne suis pas un grand adepte de Facebook, mais peut-être qu'on a l'impression beaucoup d'être en connexion avec le monde entier, avec tous ses amis, mais en même temps, en fait, on est surtout face à une EHM et on clique sur des trucs. Enfin, bon, je sais que derrière, il y a des choses qui se passent, mais anthropologiquement, je pense que ça pose question, le fait qu'on soit toujours habitué à cliquer, à interagir. Bien sûr, les IHM vont évoluer. Elles sont de plus en plus proches de la peau. Et ça me fait penser au cours que j'avais ici avec Lucien Sfez, à l'époque où il enseignait ici à l'UFR de sciences politiques, qui parlait, en fait, si je m'abuse, du fait que l'informatique va devenir ubiquitaire, c'est vrai, mais que ça va refléter de plus en plus un espèce de narcissisme. En fait, que l'informatique, en se développant, va ramener toujours à soi. Et j'ai vu ça en voyant les nouveaux appareils photo pour faire des selfies, donc pour faire des autoportraits. Donc ils ont 13 millions de pixels pour regarder devant, mais aussi 13 millions de pixels pour regarder la personne qui prend la photo. C'est un petit symbole, mais très narcissique, la question de se prendre en photo avec son bijou technologique. Bon, où est le cognitif là-dedans? Le cognitif, en fait, c'est pas tant de se prendre en photo, mais c'est de reposer sur le fait que les photos qui sont consignées sont une partie de ma mémoire. Le fait que grâce à mon téléphone, grâce à mon objet, je peux interroger Google pour savoir combien il y a d'habitants à Paris ou ce genre de choses. Et en fait, la diffusion là, elle est colossale. Et on part d'une culture numérique et beaucoup de gens en sont très très contents. Moi, j'en suis content aussi. Il y a des gens qui en sont vraiment même presque gaga, comme Michel Serres. Et en fait, en prolongeant le corps et l'esprit des humains, et nous accompagnons au quotidien, en fait, elle joue un rôle quasiment magique. Enfin, bien sûr, on n'est pas dans la magie, mais elle nous affecte. Et ce qui est un peu impressionnant, c'est qu'on s'y fait très vite. On a parlé de la SNCCAM, il me semble que c'est des expériences de Sadi Lalou, je crois qu'il travaillait notamment avec la SNCCAM, la Subcam. Et quand il travaillait pour... Donc Sadi Lalou, maintenant, il est chercheur en psychologie à London School of Economics. Et je me souviens bien qu'il disait que, en fait, quand on est habitué à... En fait, son expérience était optimiser la vie de bureau chez EDF. Donc en gros, il s'agissait de filmer partout, tout le temps, avec des tas de capteurs. Et ce qu'il avait dit, c'était que c'était impressionnant à quel point les gens qui étaient dans cet environnement s'y habituaient vite. Alors que ça nous paraît choquant d'être, on va dire, enregistré à notre insu ou d'être... Eh bien en fait, ce que disait Sadi Lalou, c'est que finalement, l'environnement technologique devient presque transparent en fait. Et on vit avec. Et on vit avec. Et nous-mêmes, maintenant, on vit avec des machines. À la fin des années 90, quand quelqu'un se baladait tout seul et parlait tout seul dans la rue, ça faisait bizarre. Maintenant, quelqu'un qui parle tout seul dans la rue, c'est normal. Alors donc là, les Google Glass, je pensais que les Google Glass allaient beaucoup se diffuser avec des gens qui seraient de plus en plus la tête en l'air. Bon, les Google Glass, je les ai essayés, c'est peut-être pas encore suffisamment au point, je ne sais pas. En tout cas, je voyais des articles qui disent que ça ne se vend pas beaucoup. Bon, c'est peut-être une question de temps, parce que si ce n'est pas Google, ça sera peut-être Panasonic, etc. Mais, donc là, maintenant, on n'a pas que l'audio, on a le visuel, donc on peut arriver à avoir des interfaces qui vont nous envoyer de l'image. Et donc, en permanence, affecter notre cognition. Parce que ce qu'on appelle cognition, c'est notre capacité de traiter l'information de notre environnement. Et ces machines, en fait, deviennent une espèce de filtre, un prisme, qui vont s'intercaler entre nous et notre environnement. Donc, ça pose plein de questions. Ça pose plein de questions. Et en fait, au début, quand je me suis intéressé dans ma thèse, donc le métal et la chair, ce que j'appelais le métal, c'était tout ce qui était électronique, tout ce qui était en silicium, en métal quand même, en cuivre, etc. Et la chair, tout ce qui était l'organique. Comment on hybridait les deux. Donc le cyborg, c'est la figure imaginaire en fait, qui illustre le plus cette hybridation. Donc quelqu'un comme Jérôme Goffet, G-O-2-F-E-T-E, il a écrit un livre qui s'appelle « Naissance de l'anthropotechnie ». Et en fait, il parle d'anthropotechnie, la technique sur l'anthropo, sur l'homme, qui est l'entreprise de transformation de l'être humain. Donc en fait, lui, il dit qu'il y a différents types de pratiques et on ne peut pas vraiment distinguer le dopage, l'informatique, la chirurgie. Tout cet ensemble de techniques fait que l'humain est capable de se modifier lui-même. Et souvent, l'image qu'on prend, c'est le cyborg. Le cyborg, dans les films de science-fiction, c'est Robocop. Là, c'est carrément un mort-vivant, Robocop. Le cyborg, on en a une pléthore dans tous les films hollywoodiens actuels. Et donc, moi, j'étais parti au début dans mes recherches plutôt sur l'hybridation avec des prothèses implantées. Donc, j'ai travaillé sur le port de pacemakers, les gens qui portent des pacemakers, des implants cochléaires, ce genre de choses. Et puis, en fait, peu à peu, c'est la question vraiment de l'impact
des objets numériques sur l'esprit qui m'a posé question. Parce que, pour faire vite sur les implants, c'est que les implants, en général, ils sont là pour réparer une fonction déficiente, un peu comme la prothèse Nesi qui est là pour réparer les problèmes de mémoire. Donc, tant que c'est inclus dans un cadre de réparation, c'est plutôt inscrit dans un contexte médical, un contexte assez bien strictement défini. Et ce cadre de réparation fait qu'en fait, on essaie de faire un implant qui est le plus discret possible. Par exemple, un pacemaker, l'objectif du pacemaker, c'est de ne pas être ressenti, d'être là pour faire battre le cœur de manière plus optimum, enfin, de meilleure manière, mais pas pour être tout le temps en train de biper, en train de sonner, en train d'envoyer des messages ou ce genre de choses. Donc les implants, finalement, ils sont plutôt faits pour être... ils respectent notamment la question de la rythmicité du corps. Ils essayent de s'adapter dans le corps et puis d'être transparents. Alors qu'en fait, toutes les prothèses cognitives, donc prothèses cognitives, ça va être les outils qu'on porte en permanence sur soi et qui nous servent à augmenter notre cognition, notre accès aux informations. Par exemple le téléphone, par exemple les lunettes de réalité augmentée ou certaines tablettes. Eh bien, ces machines-là, en général, elles ont chacune leur vice, mais elles ont plutôt tendance à affecter notre façon de penser, ou en tout cas à nous donner, d'une certaine côté, elles nous donnent des capacités nouvelles et très utiles, d'un autre côté, elles nous habituent à des façons de faire qui sont nouvelles, mais qui peuvent être problématiques. Donc, je le répète, je ne suis pas contre l'hybridation en machine, je ne suis pas contre certains outils techniques, mais j'incite à ce qu'on y réfléchisse aux effets délétères éventuels qui peuvent arriver. Donc, moi, par exemple, j'utilise les ordinateurs un peu en permanence, finalement, dans ma vie de tous les jours. Donc, je peux me confesser, même si je critique ça, je les utilise tout au long de la journée. Donc, en plus, pourquoi ça m'intéresse? C'est parce que ces dispositifs détachables, donc on les imagine comme anodins. On ne s'est pas trop posé la question de la dangerosité intellectuelle de diffuser des ordinateurs, des téléphones portables dans toute la société. On y a vu des intérêts économiques. Pour ceux qui fabriquent les ordinateurs et qui fabriquent les programmes, il y a un intérêt aussi économique, professionnel, etc. Mais en fait, en utilisant en permanence ces objets, il y a des personnes qui disent, comme Nicolas Carr, qui est un des premiers, un journaliste américain, à dire que en fait, ça modifiait notre esprit. Alors, ça modifiait profondément même certains processus cognitifs. Donc, si ça modifie l'esprit, ça peut modifier en bien. On l'a vu par exemple, quelqu'un qui perd la mémoire tout le temps. Grâce à la machine, il va être capable de mieux se souvenir des choses. Donc, il y a une modification, et elle est bonne. Mais la modification peut aussi peut-être être mauvaise. Ce n'est pas parce qu'il y a une innovation qu'elle est forcément bonne. Et du coup, en fait, actuellement, il y a très très peu de régulation sociale concernant la question des prothèses cognitives. Et ça commence maintenant. Là, je vois François Hollande, dans une de ses dernières allocutions fameuses que tout le monde a dû voir sur Internet ou à la télé, qui dit qu'il va falloir faire apprendre à coder aux enfants. Alors là, c'est une initiative louable, je pense, et donner aussi des tablettes à tout le monde. Tablette tactile. Et par contre, il y a aussi le fait qu'il y ait une signalétique qui vont dire aux parents de faire attention, etc. Tout ça, c'est en fait parce que quand on pense à la voiture, quand elle est arrivée au début du XXe siècle, en gros, c'était le progrès. Si on écrasait un manant qui s'était précipité sous les roues de la voiture, c'était la faute du manant, il n'avait qu'à pas être là, puisque le progrès, c'était la voiture. J'exagère, mais à peine. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée dans le siècle, il y a quand même une régulation. Donc là, je pense que de toute façon, l'usage de tous ces systèmes prothétiques informatisés, qui ne sont pas implantés dans le corps, qui ne sont donc pas supervisés par des médecins, vont faire l'objet d'une tradition. Il va y avoir une tradition, il va y avoir des façons de faire, on va avoir des retours d'expérience. Mais là, il faut voir que c'est tout à fait nouveau. Tous ces objets-là sont extrêmement nouveaux. Et donc, cette nouveauté énorme, en fait, c'est assez fascinant parce que là, on arrive déjà à 5,6 milliards de téléphones mobiles, peut-être même plus, allez, on va dire 6, allez, je me lance, 6 milliards selon Manuel Castel. Donc, c'est en Inde, je voyais un article disant qu'il y avait plus de téléphones portables que d'accès aux toilettes publiques. Enfin, en gros, même si l'objet n'a pas été implanté, même si l'objet il est banal, en fait, ces outils deviennent quasiment incorporés par les individus. Moi, j'ai encore qu'un téléphone old school, téléphone portable déjà, hein, mais je sais que je fais l'objet de remarques souvent de ne pas avoir un smartphone. Enfin, peu importe, j'assume, mais c'est comme si le smartphone était devenu vraiment une norme. J'imagine, en fait, quand on commence
à utiliser l'outil et qu'on en voit un bénéfice, ben forcément on peut en devenir un petit peu accro. Donc je vais parler ensuite de cyberdépendance et des conséquences que ça peut avoir. Mais en fait, l'habituation est rapide. Et je ne sais pas pour les Google Glass, peut-être que ça pourrait être le cas aussi. Si les Google Glass sont suffisamment miniaturisées, parce que pour l'instant elles chauffent un peu quand même, elles ne sont pas très jolies, etc. Mais puis l'interface est quand même bizarre. Hein. OK, Glass, ça fait bizarre de parler comme ça. Mais en gros, j'imagine que bientôt on aura des objets totalement, voire même des lentilles. Donc il y a tous les objets connectés, etc. qui envoient des signaux. On constate une forme d'addiction en fait, chez beaucoup de gens. Et notamment qu'elle est confrontée par le marketing. Donc ce mouvement-là, en fait, ce mouvement de prolifération des prothèses cognitives me pose une question, surtout par rapport aux enfants. En fait. C'est pour ça que je voulais aborder la question pédagogique. La question, en fait, c'est que à mon avis, principale de la cyberdépendance, c'est plutôt quand l'exposition est très, très précoce. Parce que nous-mêmes, oui, nous tous, en fait, on a vécu plus ou moins sans ces machines autrefois. Donc du coup, c'est intéressant de se dire que qu'est-ce qui se passe avec la nouvelle génération actuelle. Pour certains enfants, ils en ont accès déjà dès 2-3 ans. Donc pas au Google Glass, mais souvent au smartphone du papa, etc., à la tablette tactile. Donc ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup et que donc j'ai eu envie de beaucoup étudier pendant ma thèse. Tout à l'heure, on a parlé de la Google Car avec Google Now. Les deux ensemble, en gros, Google Calendar. Enfin bref, tout ça. Google Now, il faudrait qu'effectivement, ça existe déjà, disant attention, il faut se lever plus tôt aujourd'hui parce qu'il va y avoir des embouteillages dans telle zone de San Francisco. Donc ça, on peut se retrouver complètement piloté, comme si on avait un GPS à gauche, tais-toi, reparle. Enfin, ce genre de choses, ça paraît ridicule maintenant pour nous, mais faisons gaffe parce qu'il y a l'idée de… J'ai rencontré hier dans le train, quelqu'un qui travaille sur l'optimisation des salariés en gros. Il ne m'a pas trop bien expliqué son truc, mais en gros, en collectant toutes les données, enfin je fais une grosse digression, mais c'est pas grave, c'était intéressant, sur le SAP, donc tous les systèmes de logiciels intégrés, on se retrouve avec une masse de données et donc pour les RH, le but, les RH, puis le secrétaire général, tout ça, c'est d'avoir une bonne visibilité sur tout cet ensemble de données. Et lui, cette personne-là est un informaticien qui travaillait sur l'optimisation de la lisibilité pour pouvoir faire remonter le taux de performance des salariés pour leur faire augmenter, enfin ce qu'il m'explique, hein, leur faire remonter leur performance. Alors je lui ai dit attention parce que ça reste des humains, donc si on fait tout le temps augmenter, ils vont finir par éclater. Non, oui, vous inquiétez pas, on a prévu le truc. Donc du coup, bon là je fais une digression, mais Lewis Mumford, qui est un philosophe américain des années 50 et qui malheureusement n'est plus trop à la mode, mais qui devrait l'être, qui l'est un peu à Paris quand même. Lui, il parlait de la terme de machinisme. Le machinisme, c'est globalement le fait que les hommes se disciplinent les uns les autres, généralement pour faire la guerre, pour être plus efficaces. Et pour lui, l'industrie, la révolution industrielle, c'est dans son processus qu'il définit comme le machinisme. Eh bien, Mumford est décédé, mais là, l'idée d'optimiser les gens au moyen des prothèses qu'ils portent, comme par exemple je crois, dans les entrepôts d'Amazon, on a des choses qui nous disent optimisation des déplacements, etc. Là, ça pose question. Mais là, je ne pense pas qu'il s'agit vraiment d'une cyberdépendance. Là, ça serait plutôt au niveau structurel, la société qui serait dépendante de ces outils pour améliorer les performances économiques des salariés. Là, la cyberdépendance dont je vais vous parler, c'est plutôt la question de qu'est-ce qui se passe quand on est tout le temps en train d'utiliser ces machines. Donc, je passe à une partie complémentaire. Donc, en fait, sur la cyberdépendance, je peux prendre un petit peu d'eau? C'est pour moi? Je sèche. Voilà, c'est bon, mon corps me l'a dit. Hein. Pas eu besoin de Google pour ça. En fait, je me suis beaucoup intéressé à la question, parce que moi-même, enfin, je me confie à tous, j'étais assez et je suis encore un peu cyberdépendant, clic, 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 tout ça, c'est super. Et donc, du coup, je me posais la question, j'avais peut-être premièrement posé la question des implants, je me suis rendu compte que les implants n'étaient pas vraiment le problème. Enfin, en tout cas, pour moi, je ne pense pas que c'est les implants. Ça fait 50 ans que les implants cardiaques existent, ils n'ont pas révolutionné la société, ils permettent à certaines personnes de vivre beaucoup plus vieux, et c'est très bien comme ça. En termes de cyberdépendance, j'ai interrogé des psychiatres. Et en fait, les deux psychiatres que j'ai interrogés, donc Jean-Luc Postek et Sylvie Torchman, les deux m'ont dit que le problème principal en fait, qu'ils observaient dans l'usage constant
des prothèses cognitives. C'était surtout chez les enfants et c'était surtout le problème par rapport à manque de sommeil. Ça m'a surpris. Moi, je pensais que j'allais plutôt avoir, je sais pas, ils sont mutants parce qu'ils ont besoin de Google pour réfléchir. Non, c'était même pas ça. C'est qu'on me disait qu'ils notaient qu'en fait, les enfants, souvent, ils ont déjà les adultes ont ce mal, mais les enfants aussi ont le mal de s'arrêter en fait. Parce que ces machines sont tellement bien, tellement user-friendly, ça marche tellement bien qu'on a envie de continuer à fonctionner. Et du coup, en fait, je n'avais pas vu ça sous cet angle, mais il est vrai que si on dort mal, ça a un impact sur le comportement du lendemain. C'est très… Si on ne mange pas, on a faim. Si on ne dort pas, on est fatigué. Et les psychiatres me le mettaient en valeur en disant que c'était ça la question principale. Et qu'ensuite, les enfants qui ont des troubles généralement cognitifs, ce n'est pas à cause de la tablette ou à cause du téléphone, c'est à cause du cadre parental, des incohérences éducatives. Donc en gros, je ne veux pas que vous sortiez d'ici en disant Maxime Dorian, il a dit les smartphones, ça rend les enfants débiles. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. En tout cas, les psychiatres m'ont dit que c'était surtout les parents quand ils ont un problème d'encadrement et qu'ils ne sont pas d'accord et que finalement, ils laissent le smartphone dans les mains de l'enfant sans encadrement. Donc, bon, là, j'essaie de défendre les choses, mais quand même, je vais critiquer cette question de cyberdépendance. Alors, je vais surtout parler de la cyberdépendance donc chez l'enfant et la cyberdépendance chez l'adulte va être plus vite expédiée ensuite. Donc la cyberdépendance chez l'enfant en fait envers des prothèses détachables, je pense qu'on peut déjà, quand j'ai dit que si on met Angry Birds dans les mains d'un enfant de 4-5 ans, ça peut, au bout de quelques temps, très vite devenir très addictif. Et quand on les retire à Angry Birds, c'est très difficile physiquement de récupérer le truc. Donc, je pense que là, on peut parler d'addiction. Alors, la question d'addiction, il faut la régler directement. Je ne suis pas psychologue, bien que je travaille avec des psychologues. Souvent, normalement, l'addiction, elle est caractérisée à l'âge adulte, en fait. À l'adolescence, il n'y a pas vraiment d'addiction. Parce qu'on dit comportement à risque ou surtout usage abusif. Parce que l'addiction, c'est une dépendance, un petit peu comme l'addiction souvent à l'alcool. Il existe des addictions sans substance, donc c'est les addictions au jeu d'argent. Et puis maintenant, l'addiction portable, j'utilise un petit peu, peut-être abusivement, la question de cyberdépendance et d'addiction, mais en gros, on va parler d'usage excessif. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Je vais lister ce qu'on peut avoir comme problème. Donc, les contenus diffusés peuvent être à la source d'un trauma. En psychologie, en fait, un trauma se distingue d'un traumatisme parce qu'un traumatisme, c'est par exemple un choc. Je me cogne le genou, j'ai un traumatisme au genou, mais ça peut se résorber. Le trauma, c'est quand en fait la douleur, par exemple, d'avoir mal au genou, devient quelque chose qui s'enquiste dans l'esprit. On y pense tout le temps. Quelqu'un qui pense tout le temps à son genou, peut-être qu'il a un trauma lié à son traumatisme du genou. Je sais pas, vous avez situé? Non, peut-être pas trop. Donc, je recommence. L'image peut être choquante, mais l'enfant ne peut ne pas être choqué. Parce qu'en fait, ça passé trop vite, c'est pas grave. On ne sait pas ce qui peut être choquant. Pour certains enfants, ça peut être de voir E.T. parce qu'ils sont trop jeunes. Un enfant de 3-4 ans peut avoir peur d'E.T. Il ne comprend pas que E.T. c'est un message de Spielberg disant que c'est un extraterrestre, mais il est gentil. On va plutôt voir un monstre. Ah, j'ai peur. Donc, ça dépend des cas. Mais en tout cas, chez certains enfants, le contenu peut créer un trauma qui va rester longtemps, qui va rester dans la psyché. Donc, c'est dommage de présenter. Donc, c'est pour ça que là, actuellement, on est en train de dire aux gens, attention, vos enfants, ne les mettez pas devant le journal du 20h. Parce que Claire Chazal et Ferrari, c'est dangereux. Parce que c'est le choc du réel, ça peut créer le choc du réel, quoi, ça traumatise. Et donc, non, mais je plaisante, mais non, les contenus peuvent… Donc ça, c'est souvent ce qu'on s'arrête à ça. Souvent, voilà, attention, il y a des contenus pornographiques, je ne sais pas, des exécutions islamiques, ce n'est pas à mon enfant de 4 ans de voir ça, certes. Mais ensuite, il y a d'autres choses que je vais lister vite fait, je vais aller plus vite. La consultation de contenu numérique incite à la sédentarisation et à l'immobilité du corps de l'enfant. Il reste non pas à bouger, à courir dans tous les sens, mais à rester scotché sur place. Bien sûr, je sais qu'il y a des objets de plus en plus portables, connectés, etc. Mais quand même avec un smartphone portable, on reste comme ça. Donc du coup, bon, l'enfant aussi, et l'enfant, c'est un moment crucial dans ses développements cognitifs et physiques aussi. Donc sinon, il y a des choses qui sont plus subtiles, comme par exemple, pourquoi vouloir lire des romans ou des contes quand on a déjà le dessin animé sur la tablette? Donc, c'est-à-dire que la question, c'est que la stimulation un petit peu trop efficace, trop bien pensée, trop bien faite du machin fait que finalement, le cerveau, lui, il est moins sollicité par l'enfant. Or, les gens qui ont inventé l'informatique, je ne sais pas moi, Turing, c'était aussi un poète.
C'était quelqu'un d'extrêmement sensible. Von Neumann n'était pas forcément un poète, mais c'était loin d'être un imbécile en tout cas. Je veux dire, il avait de l'imagination énorme. Donc en gros, c'est Bachelard qui nous dit que, en gros, je déforme un peu Bachelard, mais ça marche sur deux jambes, quoi. Il y a la science et il y a l'imagination, et les deux se nourrissent l'un l'autre. Donc qu'est-ce qui se passe si nos enfants sont un petit peu trop… On leur donne des objets qui pensent à leur place, on va dire. Qu'est-ce qui se passe pour eux s'ils deviennent moins imaginatifs? Bon. C'est quelque chose de plus subtil parce que là, ce n'est pas clairement juste une image qui l'a choqué. C'est le fait qu'au quotidien, il utilise plus une façon de penser qu'une autre, de rêver que d'autres. Ensuite, les prothèses cognitives peuvent instaurer des comportements compulsifs et narcissiques liés à un sentiment de toute puissance. Parce que quand vous faites de l'informatique, vous essayez de faire un truc qui va être le plus agréable à utiliser possible. Le truc qui va être réactif, on lui demande un truc, il le fait. Chouette, c'est super. Mais quand un enfant baigne là-dedans en permanence, il y a un problème parce qu'il veut, il a, il veut, il a, je veux, j'ai, je veux, j'ai, je veux, j'ai, je veux, j'ai, je veux, je veux, je veux, j'ai. Donc du coup, en fait, cette façon de faire, qui nous est pratique dans notre vie, nous d'adultes, pour un enfant, ça peut l'habituer à ce que la vie, c'est comme ça. L'interaction avec l'autre, c'est comme ça. Sherry Turkle a parlé de second self. Second self, c'est l'autre soi, en parlant de l'ordinateur. Parce qu'elle avait remarqué, en interrogeant des enfants, que quand il parlait de l'ordinateur, il en parlait comme d'un copain. Il savait que l'ordinateur, c'était une machine, il savait que l'ordinateur, c'était pas quelqu'un, mais pourtant, il le considérait un peu comme quelqu'un. Et du coup, c'était pour ça qu'elle avait fait ce bouquin qui s'appelait Second Self. Et du coup, si on substitue des interactions quotidiennes qu'on devrait avoir avec des humains, avec des machines dès le plus jeune âge, on peut avoir l'envie que les autres se comportent comme des machines. Voilà. Donc, c'est encore des choses subtiles de la cyberdépendance. Et donc, ça veut dire de l'habituation au quotidien des enfants. Et puis aussi, bon, ouais, non, c'est un peu, pour l'instant, c'est un peu monosensoriel, quoi. Enfin, ou bisensoriel, quoi. On a le son et l'image. Donc, par rapport à l'odeur, par rapport au toucher, par rapport à toutes ces stimulations-là, c'est quand même un monde appauvri, quoi. Second Life, oui, le logiciel Second Life où on se balade, c'est quand même pas tout à fait la vie réelle. On n'est pas encore dans Matrix. Mais donc, du coup, pour les gens qui sont en permanence dans ce monde, ils sont dans un monde un peu appauvri. Enfin, l'enfant qui sera… Vous me dites, mais l'enfant ne sera pas en permanence dans ce genre de choses. Je comprends, mais il y a une tendance à utiliser la machine comme nourrice. Et du coup, je ne sais pas à partir de quel temps, à quel moment ça peut poser des vrais problèmes, mais toutes ces questions-là se posent. C'est pour ça que je les soulève. En fait, le gros problème peut-être pour moi, c'est que le temps passé avec un outil numérique se substitue aux relations interpersonnelles. Parce que ce que les psychologues disent, c'est que le plus important, c'est qu'en fait, l'enfant parle ou écoute ses parents, les autres, etc. C'est là qu'il apprend. Que les études montrent, j'ai des études, je peux les citer, qui montrent qu'on a beau mettre sur un informatique, un écran, je veux dire des choses, des Teletubbies, l'enfant il va capter quasiment pas grand-chose. Parce que c'est pas qu'il est bête, mais c'est pas ça qu'il veut. Il n'est pas programmé pour ça. Il va aller vers l'échange avec le père, avec la mère, avec l'autre. Donc du coup, bon, on va peut-être arriver à faire des robots comme Hashimo, etc., ou Paro, de plus en plus techniques, de plus en plus perfectionnés. Mais bon… La question, en fait, c'est de savoir ce qu'on fait, quoi. Et donc, du coup, de se dire que quand même, ce qui compte pour un enfant, c'est la relation intersubjective avec un autre individu. En fait, et en dernier, je pense à Michel Serres qui nous parle de petites poussettes et il s'extasie. Michel Serres, c'est quelqu'un que j'apprécie, hein, mais je sais qu'il s'extasie pour moi un peu trop face aux gens qui envoient des SMS. C'est vrai qu'envoyer des SMS, c'est bien. Petite poussette, elle fait plein de trucs avec ses pouces. Il a écrit un livre comme ça, disant que sa petite fille est ébahissante parce qu'elle appuie très vite sur un bout de plastique avec ses pouces. Alors là, je vais jusqu'à dire que l'usage compulsif comme ça des pouces, ça peut créer des problèmes articulaires, quoi. Vous allez dire, il rigole, mais j'observe ça. J'ai plusieurs études de problèmes etc. Donc voilà, petite poussette, peut-être arrivée à 70 ans, elle aura beaucoup d'arthrose. Mais heureusement, j'imagine que les interfaces seront complètement changées, qu'on n'utilisera plus forcément les pouces de cette manière. Donc ça devrait aller, les interfaces changent régulièrement. Bon, mais autour de ça, c'est que, en fait, au départ, toutes ces technologies de pointe, enfin, c'était des technologies de pointe, elles n'étaient pas du tout faites pour les enfants. Donc du coup, on les a mis dans les mains des enfants, mais à la base, les téléphones portables, c'était peut-être davantage dans le militaire, l'industriel, etc. Je me rappelle, c'était plutôt pour les businessmen avant que ce soit pour tout le monde. Mais quand même, la plupart des outils finissent dans les mains des enfants actuellement. Donc, l'école, bon là je vais prêcher, mais l'école a besoin de repenser ça. Donc, heureusement, il y a des gens qui
qui mettent les choses à plat. Pour l'instant, je trouve qu'on est un peu trop à genre, ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, c'est trop qu'est-ce qui peut être fait sur l'ordinateur? La question, c'est, en fait, on ne se pose pas la question, est-ce que ça vaut le coup de faire ceci ou ça sur un ordinateur? C'est qu'est-ce qui peut être fait sur l'ordinateur? Donc, c'est un peu dommage. Il y a des choses qui peuvent être utiles, d'autres moins utiles. Ce n'est pas mon rôle, mais je pense qu'il faut y réfléchir. En tout cas, ce qui est un peu possible aussi, le problème, c'est la consommation passive de numérique. En fait, c'est quand l'éducateur lui-même est cyberdépendant. C'est-à-dire que quand l'éducateur lui-même est tout le temps en train de… les autres, les enfants sont un petit peu laissés pour compte. Et ça, on l'observe de temps en temps avec des nounous, par exemple, qui vont abandonner Enfin, on ne peut pas être tout le temps au taquet pour l'enfant, mais quand même, il y a un moment donné où parfois, j'ai vu des déclarations dans le personnel éducatif qui se retrouvaient eux-mêmes distraits. Donc, comment après dire aux enfants de ne pas l'être quand eux-mêmes donnent un mauvais exemple? Ensuite, bien sûr, c'est toujours très, très pratique de laisser l'enfant avec la prothèse cognitive, mais bon, maintenant on commence à développer des prothèses cognitives spéciales pour enfants, mais à quel âge, etc. Tout ça, ça doit se penser parce que moi, je côtoie donc dans mon activité professionnelle des personnes comme Jacques Perriot qui ont été avec des personnes qui ont réfléchi sur comment implanter l'informatique à l'école dans les années 80. Donc c'est grâce à eux et son équipe qu'on a eu les TO8, TO9, Bulle Micral 30 dans nos salles de classe quand on était petit. Et donc en fait, l'idée, il y a eu beaucoup de réflexions et l'idée c'était d'apprendre à s'approprier la machine pour que la France du futur, la France de maintenant, on soit apte à maintenir l'ordinateur. Donc toutes ces réflexions pédagogiques en avance étaient quand même liées au fait que l'enfant doit savoir lire, écrire et compter avant de pouvoir utiliser la machine. Et non pas donner directement la machine et puis voir ce qui se passe. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est que parfois on donne un iPad à un enfant de 4 ans et on se dit qu'il fait de l'informatique. Vous qui faites de l'informatique, j'imagine que vous vous rendez bien compte que ce n'est pas ça faire de l'informatique. Utiliser l'outil, ce n'est pas parce qu'on prend un ordinateur dans sa main qu'on fait ça qu'on fait de l'informatique. Je pense qu'il faut quand même il faut coder, quoi. Il faut voir un peu ce qui se passe derrière et pour coder, il faut avoir un minimum de bagage. Donc finalement, la question des contenus peut être secondaire, mais c'est surtout d'adapter l'outil, d'adapter les choses en fonction de l'âge de l'enfant, tout comme on peut utiliser des trucs très intrusifs, comme par exemple les systèmes mnésiques, pour des personnes qui, eux, ne sont pas des enfants, mais plutôt des personnes vieillissantes, qui, eux, commencent à perdre des capacités qu'ils ont eues. En gros, l'idée de bien réfléchir, parce que moi, les personnes que j'ai rencontrées qui faisaient de la technique, c'est-à-dire soit des objets, des programmes informatiques, par exemple, je remarque souvent c'était l'idée de soit on va aider quelqu'un, on crée un truc pour aider quelqu'un, soit on fait quelque chose pour soi-même. Enfin, en gros, ça vaut le coup de distinguer bien à qui on s'adresse, pas uniquement à un quelqu'un, mais quel type de quelqu'un. Je me dis quand on veut vraiment s'occuper de personnes, il y a des cas de figure très différents selon l'âge, selon le type de maladie, etc. Donc, le problème actuel, c'est qu'on donne les mêmes outils un peu à tout le monde et puis on regarde ce que ça donne. Donc, c'est quand même intéressant de noter que les personnes qui vendent le plus d'outils, les gens de chez Amazon, Apple et compagnie, souvent mettent leurs enfants dans les écoles Waldorf-Steiner. J'ai visité une école Waldorf-Steiner, j'ai été épaté. Là, il n'est pas la question de commencer à être compatible. C'est un système un peu à part par rapport au système scolaire habituel. Mais bon, en tout cas, l'accent est extrêmement mis sur la sculpture, le jardinage, sculpter le bois, faire des activités pragmatiques. Et en fait, ce que j'ai pu voir dans l'école Steiner que j'ai visitée, c'est que d'abord, ils apprennent à écrire et à lire et à compter, puis donc les maths, puis la physique, tout ce qui est un peu logique. Et vers 11-12 ans, ils font de l'informatique. Donc, ils ont déjà un peu une connaissance des portes logiques et compagnie avant d'avoir l'ordinateur. Donc, c'est très bon, ça paraît extrême. Et puis, on ne sait pas ce qui se passe à la maison aussi, parce que même si à l'école, ils sont un peu lents pour avoir de l'informatique, peut-être que dans leur maison, eux, leurs parents en ont. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais en gros, il y a quand même un souci de les éloigner de tout ce qui est trop électronique, mais de leur mettre en main des outils comme ciseaux à bois, etc. J'ai vu des performances, par exemple, je voyais les résultats des bustes qui étaient sculptés par les élèves, j'étais bluffé. Je croyais qu'il y avait un génie dans l'école, quoi. Je me dis waouh, mais non, c'était tous les enfants de l'école avaient fait un buste en terre. Waouh. Enfin, c'était une école pourtant censée normale. En termes de sculpture, ils étaient bons. Par contre, les enfants de cet âge, en niveau informatique, ils avaient peut-être du retard. Ouais. Donc,
Donc, cette question de la cyberdépendance et donc de rendre l'enfant vraiment très habitué aux machins électroniques tout le temps, c'est surtout peut-être aussi une question de temps en fait. Si on met l'outil dans les mains de l'enfant, que c'est accompagné par les parents et que c'est d'une manière très contrôlée, il n'y a pas de problème. Mais si par exemple on utilise l'outil comme nourrice, ça devient ce que j'appelle une arme de distraction massive. Donc, pas de destruction, oui, c'est un jeu de mots, mais l'idée c'est que ça fait aussi de la destruction, c'est-à-dire que l'enfant il est à fond dessus, et Angry Bird par centaines de parties. Et en fait, bon, écoutez, il y a peut-être un problème parce qu'on gaspille du temps d'apprentissage. Parce que le cerveau, il se développe jusqu'à 15 ans principalement, et donc dans les premiers moments de la vie, chaque moment est important pour apprendre à gérer son corps, à gérer soit dans l'espace, à l'échange avec l'autre. Donc tous ces moments sont extrêmement précieux et il y a des fenêtres. On a fait des expériences sur les animaux pour voir qu'il y a des moments où certaines choses doivent se développer, par exemple la marche, etc., ou ce genre de choses, et sinon après il y a des lacunes qui restent toute la vie. Donc ce gaspillage, comme on fait des outils qui sont super user-friendly et qu'on a envie d'utiliser tout le temps, à les utiliser, l'enfant ne fait pas autre chose qui devrait être une activité de son âge. Donc c'est une question qui se pose. Donc tout ça, ça peut mener à… Je ne sais pas si vous connaissez la figure de l'otaku. L'otaku au Japon, en fait, je me suis intéressé à la figure de l'otaku il y a quelques années parce que au Japon, otaku, ça veut dire s'adresser à l'autre avec distance. C'est comme sœur en anglais. L'otaku, c'était au Japon des gens qui restaient tout le temps enfermés chez eux, qui n'étaient pas dans l'interaction sociale et qui généralement compensaient ça par des objets techniques, notamment l'informatique, etc. Et l'otaku, ça concernait généralement des adolescents, des hommes adolescents au Japon. Et je me dis que maintenant, on pourrait avoir peut-être même des bébés otaku, c'est-à-dire des enfants qui, dès le berceau, on va les immerger dans des systèmes techniques et puis du coup, ils vont y rester dans leur berceau électronique. Donc, je ne sais pas si c'est des choses qui arrivent souvent, mais il y a un risque parce que d'avoir des enfants otaku. Normalement, ça devrait être à l'adolescence, suite à des problèmes de l'adolescence, problèmes parentaux, et pourtant, on pourrait avoir des enfants qui pourraient être complètement cyberdépendants, quoi, un peu trop familiarisé avec les outils. Donc, je pense qu'il y a des extrêmes. L'école Waldorf-Steiner, qui est un extrême, genre on attend 11 ans avant d'avoir d'ordinateur. Il y a d'autres extrêmes, c'est l'iPad à 2 ans, quoi. Donc, entre les deux extrêmes, la société va peu à peu faire son choix. Mais là, on est encore dans une phase de test. Et par contre, je vais venir sur la question de la cyberdépendance chez l'adulte, et ça va aller beaucoup plus vite. Puisqu'en fait, nous autres adultes, on va surtout avoir comme risque d'être distrait par l'appareil, mais on a eu notre cerveau a été structuré sans. On a eu en fait structuré notre cerveau sans. On a vécu l'horrible époque où il n'y avait pas de smartphone, où il n'y avait pas de téléphone portable, ou très peu. Et donc du coup, en fait, on a deux formes d'attention. Il y a l'attention profonde et en fait, l'attention, en fait, on a l'attention profonde qu'on dit deep attention en anglais et la vigilance qui est l'hyper attention. La deep attention, c'est se focaliser sur excusez-moi pour mon accent peut-être, mais en fait, deep attention, c'est l'idée de se focaliser sur une chose, lire un livre du début à la fin. Et c'était un petit peu on a été formé à ça, comme ça par l'école. Et l'hyper-attention, c'est plutôt le jeu vidéo, quoi. Regardez s'il n'y a pas quelqu'un qui va tirer, en même temps, hop, donc être multitâche. Donc nous, on a quand même été très profondément entraînés à faire de la deep attention. Donc du coup, je pense que si on passe beaucoup de temps sur les systèmes informatiques, on peut être distrait par eux, parce que ça sonne tout le temps, mais avec une ascèse, une discipline d'adulte, on peut très bien revenir en arrière. Voilà, donc je pense tout simplement qu'on peut très bien, nous, on veut savoir l'utiliser au mieux, ces technologies, parce qu'on a auparavant été structuré sans. Et que, voilà, c'est à contrario de même s'il y a peut-être des changements, certains ont vu peut-être légères différences de changement cognitif parce qu'on s'habitue à penser d'une façon ou d'une autre. Je pense que le cerveau tel qu'il a été conçu dans l'enfance, tel qu'il s'est structuré, on y revient facilement. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai parlé beaucoup de la cyberdépendance chez l'enfant plus que chez l'adulte, parce que je pense que chez l'adulte, bon je l'expédie, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je pense qu'on peut revenir en arrière. Chez l'enfant, il n'y a pas d'arrière possible parce qu'il n'a pas connu le sang. Et donc,
Bon, les conséquences économiques, je pense que en 5 minutes, j'ai 3 minutes, 0 minutes. Autorité, combien de temps? 3 minutes. 3 minutes. Alors, pour faire très très court, en 3 minutes, il y a quelqu'un que j'aime énormément, que je ne connais pas personnellement, mais j'aime beaucoup ce qu'il écrit, il s'appelle Jaron Lanier, l'inventeur du concept d'avatar, l'inventeur de la réalité virtuelle. Il travaille donc en Californie, et donc il était le colocataire de Stallman quand ils ont fondé l'open software, donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle quand il parle d'informatique. Et en fait, il dit que finalement, aux grandes dames de ce qu'on aura à dire, l'innovation vient plutôt des grands groupes comme Amazon, Apple, Adobe, plutôt que du libre. Donc déjà, c'est une chose qu'il dit. Et ensuite, il dit que ce qu'il rencontre, c'est qu'en Californie, là où il vit, il voit que les libertaires, donc logiciels libres et compagnie, sont main dans la main avec les capitalistes pour en fait créer des logiciels qui remplacent les gens, qui remplacent l'emploi. Je schématise énormément, mais c'est qu'en fait, les libertaires vont optimiser, enfin les gens qui font du logiciel libre vont essayer d'optimiser les systèmes, faire des choses avec beaucoup d'amour, beaucoup de soin, mais en fait, ces outils sont très vite utilisés par les grands groupes pour réduire les effectifs. Donc, Jérôme Lanier, ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit que il parle d'une fascination anti-humaine dans les milieux là où on crée les outils numériques, parce que du coup, en fait, il y a une espèce de fascination de faire des outils toujours plus performants, mais finalement qui ne se retranscrivent pas en termes de gains d'emploi, en fait. Donc j'ai été très rapide pour dire ça là-dessus, mais c'est que, en fait, quelle est la finalité globale au niveau anthropologique? Pourquoi est-ce qu'on fait des outils de plus en plus efficaces si au final, ça supprime des emplois, ça supprime de la richesse pour les gens? Parce que souvent on dit, ça va créer de la richesse, là je vais terminer là-dessus, mais finalement, est-ce que sur du long terme, en fait, le machinisme et l'optimisation des systèmes est vraiment une bonne chose? Est-ce qu'il ne faut pas parfois être un peu décroissant en termes informatiques pour pouvoir, en fait, c'est juste poser la question du long terme. Parce que si on se retrouve avec des licenciements massifs, des gens parce que les secteurs qui sont visés, donc il y a eu le journalisme, il y a eu la musique, le secteur de la musique, parce que Jérôme Lanier est aussi musicien, c'est venu de là. La musique, donc avec les Google Cars, on parle bientôt des transports. Donc là, pour l'instant, c'est de la science-fiction, mais Jérôme Lanier nous dit que les Google Cars, ça va arriver, et que les taxis donc risquent d'être les chauffeurs routiers. Donc certains parlent aussi de la médecine, une partie de la médecine qui serait déléguée à des systèmes experts, et puis donc peut-être à l'université. On n'y est pas encore. Mais du coup, donc, sur du long terme, il faut faire attention à ne pas être dans une espèce de course à l'échalote. Donc, je moralise un peu, mais pour dire que ces systèmes-là sont bien, mais notre société, il faut quand même qu'on puisse tempérer. C'est pour ça qu'il faut avoir une réflexion éthique, politique et juridique à ce propos. Voilà. Merci.